Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français, c'est le moment de notre grand angle. Et en ce jour de réveillon, gros plan sur le champagne. Alors bien sûr, à consommer avec modération, même le 31 décembre. Un produit de luxe qui s'est au fil du temps démocratisé et dont le succès ne se dément pas. Question vente en France et à l'étranger. Pourtant aujourd'hui, l'avenir ne coule pas forcément de source pour le champagne. Il y a en effet beaucoup de concurrence. On en parle avec vous, Vincent Perrin, président du CIVC, le comité interprofessionnel du vin de Champagne, et vous, Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde en 1992, un titre important. Merci à vous d'être les grands témoins de ce 64 minutes. D'abord, comment le champagne s'est-il imposé sur les tables? Peut-être vous, Vincent Perrin, d'abord. Le champagne, ça a été le vin de la célébration depuis déjà des années. C'est un vin qui effectivement s'est démocratisé. C'est un produit de luxe quand même au départ. Le vin des rois, le roi des vins, un produit de luxe, mais le luxe s'est démocratisé. Le luxe s'est exporté. Le luxe est arrivé sur les tables des classes moyennes. Et le luxe, ça a longtemps été le prestige, un enjeu statutaire. Aujourd'hui, c'est presque un enjeu d'éthique, c'est un enjeu de savoir-être. Et à ce titre-là, aux États-Unis, au Japon, on a envie de participer à ce raffinement à la française. Le champagne a réussi à incarner ce raffinement à la française. Cette culture cette notoriété, à la française. C'est ce qui nous oblige aujourd'hui. C'est le raffinement à la française. Quand dans le monde, on pense à la France, on pense à la Tour Eiffel et puis on pense au champagne. C'est ça, le champagne, c'est ce patrimoine immatériel qui s'appuie aussi sur un terroir, le terroir de Champagne, qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, et sur des savoir-faire le 4 juillet dernier, à Bonn. C'était un moment d'émotion. Un moment où toute la Champagne a vibré parce que c'était 8 ans de travail, 8 ans de travail sur nous-mêmes aussi, sur notre lien avec notre territoire, parce que le Champagne fait rêver, mais ce rêve, il vient d'un territoire bien localisé. Il n'y a de Champagne que de Champagne. C'est un élément important qui a été reconnu par l'UNESCO, et c'est aussi ça, cette inscription au patrimoine de l'UNESCO. Le champagne, ça fait rêver. C'est votre avis également, Philippe Forbrac? C'est mon avis. Il y a un côté unique dans le champagne. C'est absolument. Déjà, le mot est magique. Le mot et le CIVC s'est bien protégé justement cette collective qui est le champagne. Il faut avouer que c'est quand même pas banal parce qu'au départ, c'était presque un handicap produire du vin dans cette région de Champagne. À l'époque, il faisait froid, le raisin n'était pas mûr, les vins étaient en concurrence avec la Bourgogne, le Bordelais, la vallée du Rhône, etc. Et finalement, un jour, on s'est dit tiens, mais il y a une possibilité peut-être de le vendre. Il prend ses bulles. Est-ce qu'on ne pourrait pas maîtriser un petit peu ça et en faire un vin à part? Et finalement, cette démarche-là, qui date du XVIIe et XVIIIe siècle, et qui a été cristallisée au moment où on a autorisé la mise en bouteille dans les régions d'origine, et non plus d'envoyer les vins dans des tonneaux, etc. 1728. C'est ce qui a permis... Louis XV, exactement, qui a permis effectivement de créer la marque Champagne. Du coup, la première maison, Ruinart, 1729, puis ensuite les grandes maisons comme Mouette en 43 et les autres ont suivi, etc., se sont engouffrés dans cet engouement effervescent qui a fait de la Champagne ce vin tout à fait particulier et unique. Mais au départ, c'était pas gagné parce que le vin tranquille de Champagne, non effervescent donc, n'était pas spécialement un grand vin reconnu. Et tout d'un coup, le déclic, on se met à faire des bulles, on se met à vendre aussi une part de rêve, et on doit à ces pionniers de la Champagne qui sont partis à travers le monde. Des gens comme Charles Heidsieck, des gens comme Madame Clicquot, des gens comme Madame Pommery, etc. Sont des gens qui ont parcouru le monde, qui ont séduit les cours du monde. Et c'est pas par hasard aujourd'hui qu'on en bénéficie encore. Je vais vous proposer de regarder comment on fabrique aujourd'hui le champagne. C'est un extrait de reportage de nos confrères de France 2 qui montre justement l'élaboration du champagne dans une grande maison, mais aussi dans une coopérative. Regardez. Du chardonnay, du pinot noir et du meunier. 3 cépages qu'il faut tailler pied par pied. Pour 1 hectare de vigne, il faut environ 150 heures de travail. Si on taille mal une vigne et qu'on ne prend pas le temps de bien la tailler, on va l'épuiser. Et donc derrière, au bout de 25 ans, la vigne n'a plus de force et donc ne donne plus de raisin et on est obligé de l'arracher. Donc forcément, c'est pas très intéressant, sachant qu'on fait des meilleurs raisins dans les vieilles vignes. Dans ces grandes cuves, les jus de chaque parcelle fermentent individuellement pendant environ 6 mois.
Le sucre se transforme en alcool. Il ne s'agit alors que de vin dit tranquille, c'est-à-dire sans bulles. Derrière cette porte se prépare ensuite secrètement le futur champagne. Les œnologues dégustent les vins encore troubles sortis des cuves. Ici, on découvre que 50 vins différents feront un seul champagne. C'est l'étape cruciale de l'assemblage pour tous les champagnes. Comme un parfumeur, les dosages sont calculés au millilitre près. Magny, 8%, 3 millilitres. On garde plutôt la cuve numéro 2 ou... Oui, je suis d'accord. Avant de mettre ce mélange en bouteille, une solution est rajoutée. On ajoute à l'assemblage de vin clair des levures et du sucre pour que le vin devienne effervescent. La deuxième fermentation commence en bouteille, la naissance des bulles aussi. Oui, c'est là, ça... Un huitième à droite, et c'est parti. 1/8 de tour à droite par jour, c'est ce que ce remueur effectue sur chaque bouteille pour récupérer petit à petit les dépôts vers le goulot qui n'a encore qu'une simple capsule. Le dépôt est ensuite emprisonné dans un glaçon à -25 degrés. Sous la pression, il se retrouve expulsé, c'est le dégorgeage. Même opération chez Jacquard, le champagne de coopérative. Ici, ces énormes palettes remuent plus de 1000 bouteilles à la fois. Le délai pour rassembler les impuretés vers le goulot est plus rapide, cela revient donc moins cher. La France reste le premier pays consommateur de champagne au monde. 30% de la production est vendue en décembre, juste avant les fêtes. Alors, on vient de le voir, c'est un processus long, complexe pour fabriquer du champagne. C'est cette tradition que recherchent aussi les consommateurs, Vincent Perrin, peut-être ? Les consommateurs, on le voit quand on va à leur rencontre au Royaume-Uni, notre premier marché, aux États-Unis, notre deuxième marché, au Japon, notre troisième marché. Ils recherchent le raffinement, la complexité. Ils recherchent les vins de réserve qui sont capturés dans nos caves de champagne. Un champagne qui est produit une année n'est parfois mis sur le marché que 10 ans après. C'est toute cette alchimie présentée dans le reportage qui consiste à faire du vin blanc translucide à partir de raisins partiellement noirs qui participent à la magie du champagne. Philippe Orbach, dans votre établissement, quel champagne vous demande-t-on ? Est-ce qu'il y a une forte demande d'ailleurs pour les champagnes ? Alors, dans mon restaurant à Paris, au bistrot du Sommelier, on sert beaucoup de champagne. Traditionnellement, d'ailleurs, Paris est plutôt assez grand consommateur de champagne, même si les Anglais et Londres notamment tiennent une part de choix dans le marché champenois. Traditionnellement, à l'origine, le champagne était plutôt doux. Les dosages étaient très forts et on a rajouté cette liqueur d'expédition particulière qui permet de déterminer si c'est un brut, un demi-sec, un doux, un extra brut aujourd'hui, voire des fois du brut zéro, c'est-à-dire absolument non dosé. Et donc, ce qui a fait la notoriété du champagne pendant très longtemps, c'était ces champagnes moelleux. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a toujours cette idée de servir du champagne en fin de repas, sur des desserts, etc. Or, alors que ça peut se faire tout au long du repas, oui, désormais. Bien entendu, on peut faire tout un repas. Et ce soir, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire tout un repas au champagne. Ils ont raison. Par contre, il faut changer les champagnes. Il faut varier les champagnes. Il n'y a pas qu'un champagne, pas qu'un type de goût. Toutes les occasions sont bonnes. Oui, ça, monsieur le directeur, bien entendu. Mais un blanc de blanc, par exemple, pour donner quelques règles et quelques repères aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, blanc de blanc, par exemple, c'est super pour l'apéritif. C'est du chardonnay. Il y a de la vivacité, il y a de la fraîcheur, il y a du côté minéral. Si la bulle est fine, c'est encore mieux. Si on veut un champagne pour le cœur du repas, avec une viande par exemple, il faut le mieux sur un blanc de noir. Souvent, c'est marqué sur l'étiquette, ou un assemblage blanc et rouge, puisqu'on mélange des raisins rouges et des raisins blancs au départ pour faire effectivement la cuvée. Et un rosé sur un fromage, et pourquoi pas un demi-sec avec un peu de moelleux, pour aller sur le dessert. Les conseils du meilleur sommelier du monde. Que pensez-vous tous les deux de la réforme des vins voulue par Bruxelles qui va entrer en vigueur dès demain, une réforme des vins qui va permettre en fait de planter de nouvelles vignes un peu partout en France avec une réglementation. Philippe Orbach, votre avis sur cette réforme ? C'est 1%, la réglementation, c'est 1% de la surface qui est autorisée chaque année, ce qui représente quand même 8000 hectares de plus. Sans indication géographique. Mais ce sera 10 arts en Champagne, c'est-à-dire que ça ne change pas la face du monde. Vous n'êtes pas inquiet, comme donc. Vous savez, cette réforme, on l'a anticipée.
c'est une réforme qui est une réforme de libéralisation, mais cette réforme, elle est encadrée. C'est Bruxelles qui l'a coordonnée, mais ensuite, c'est une décision nationale qui implique les interprofessions, l'ensemble des vignobles de France, et qui permet de maîtriser l'évolution des plantations en justifiant, par exemple, qu'en Champagne, on ne produise que du champagne, parce que dans la zone AOC, on comprend mal l'intérêt économique qui consistera à planter pour obtenir autre chose que du champagne. Donc, cette réforme des autorisations de plantation qui entre en vigueur, ça a été préparée depuis plusieurs années. Il y a des logiciels qui ont été mis en place en lien avec les interprofessions de France. Et donc, elle est maîtrisée. C'est une première. Il ne faut pas en avoir peur. C'est une réforme qui va se mettre en place de manière la plus sereine possible. Exactement. Alors, les ventes du champagne, on dit qu'elles vont être en hausse pour l'année 2015. C'est une boisson qui se vend très bien en France et partout dans le monde. Pourtant, je le disais, il y a de la concurrence, notamment de la part des Italiens, avec le Prosecco, par exemple, qui est aussi un vin pétillant, moins cher. Philippe Forbach, est-ce que pour vous, c'est un vrai rival pour le champagne? Les chiffres sont là pour le prouver. Mais la grande force du champagne par rapport au Prosecco, au cava espagnol ou aux effervescents qui sont produits, y compris en Angleterre, on évoquait le marché anglais, les Anglais produisent dans le sud de l'Angleterre. Ils achètent de plus en plus de Prosecco. Ils achètent aussi du Prosecco. Le champagne, la grande force du champagne, c'est que le champagne a toujours su maîtriser son image, ses volumes, et votre réflexion sur l'ouverture en 2016 et le fait que vous ayez cerné en anticipant effectivement la production, ça prouve bien que le champagne est organisé pour ça. Il faut continuer à communiquer, il faut continuer à faire bon, il faut continuer à donner envie. Voilà, la concurrence est plutôt saine quand elle permet d'avancer. Moi, en tant que sommelier et consommateur de champagne, j'aime bien de temps en temps goûter autre chose, mais finalement, le champagne reste mon repère et je reviens souvent au champagne. Donc ça ne vous inquiète pas non plus en quelques mois? Les chiffres 2014 sont les chiffres de reprise. 2015 sont sans doute très bons. On attend de voir les chiffres du mois de décembre qui comptent évidemment, mais on anticipe plutôt une hausse, non seulement une hausse à l'export qui est liée en particulier à l'avantage du taux de change, mais aussi une hausse en France. Et ça, c'est nouveau parce que pendant ces dernières années, le marché français était plutôt stable. Et donc, cette croissance bénéficie à tous les vins effervescents. Et le champagne n'est pas en reste. Vous parliez des chiffres. Il y a eu des études dont on a parlé qui montraient sur le marché anglais une augmentation des bulles italiennes. Il y a d'autres études qui montrent quand on isole les cavistes, c'est-à-dire les marchés les plus haut de gamme, là où les champagnes se vendent et se valorisent sur ce marché premium, la croissance du champagne en part de marché, en valeur est encore très forte. Vincent Perrin, on va rester sur cette note optimiste et positive pour le champagne, car le temps file, tout simplement. Merci à vous deux d'avoir été les grands témoins de ce 64 minutes et joyeux réveillon à vous. Merci et bonne année à tous. Merci beaucoup.